Bonjour, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur l'IA générative au service des directions de la qualité. Alors, il est 11 heures, les directeurs de la qualité sont des gens précis et ponctuels, mais on va néanmoins s'autoriser 2 petites minutes d'attente avant de lancer ce webinaire pour permettre aux uns et aux autres de venir nous rejoindre. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Moi, je t'entends bien, Nicolas. Bonjour à ceux qui nous rejoignent et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'IA générative au service des directions de la qualité. Je le disais, on va attendre encore 1 ou 2 petites minutes que les différents arrivants nous rejoignent, les différents participants nous rejoignent. Alors, j'en profite pour vous dire que on va vous demander pour l'instant de fermer vos micros. Le but, ça sera d'avoir le plus d'interactions possible au cours de ce webinaire et notamment à la fin de ce webinaire avec toute une série de questions-réponses. Et là, pour le coup, n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions à poser. Et de toute manière, il y a toujours le petit module Q&A pour poser vos questions tout au long du webinaire. Voilà, il est 11h02, on se laisse encore 1 petite minute. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On démarre à 11h03, ce webinaire dédié à l'IA générative. C'est vendredi, c'est le jour du poisson. Le poisson Ishikawa. On va voir le poisson Ishikawa. On va voir. C'est le jour du poisson. Je me demande ce qu'il y aura à la cantine après. Alors, hop. Ah. Adrien, je te laisserai inviter les personnes qui sont parfois à l'extérieur et qui peuvent nous rejoindre. Quoi qu'il en soit, on va arriver à 11h03. Ça y est, il est 11h03. Soyons précis. Donc, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'IA générative pour les directions de la qualité. On va passer 45 minutes ensemble avec un temps fort à la fin pour répondre à un maximum de questions. Je suis très heureux de vous accueillir. Moi, je suis Nicolas Jacquet. Guillaume, si tu veux bien passer le premier slide. Je suis en charge du développement commercial et marketing de la plateforme SafeBrain, la plateforme d'IA générative qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui est une plateforme qui respecte un certain nombre de normes essentielles, puisqu'on est avec des personnes en charge de la qualité. C'est une plateforme qui est dans un environnement ISO 27001, qui respecte des questions liées à la RGPD, mais tout ça, on en parlera tout à l'heure. Je ne suis pas tout seul à organiser ce webinaire. Guillaume, je vais te laisser te présenter. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Guillaume Roufiac, donc je suis consultant pour l'industrie sur des sujets de digitalisation et de réorganisation opérationnelle et d'investissement. Donc je suis maître en génie des procédés industriels, fondateur de Verven Consulting, donc un cabinet spécialisé dans l'excellence opérationnelle et l'implémentation de solutions informatiques. J'utilise de l'IA depuis de nombreuses années pour l'industrie, notamment et la logistique. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu des cas d'usage et de choses très pragmatiques qu'on a mis en place dans les organisations, notamment pour les directions qualité. Voilà, donc je suis très heureux d'être ici avec vous. Donc Verven Consulting et SafeBrain, c'est un partenariat qui existe depuis un petit moment aussi. Et ouais, vas-y.
Non, mais j'allais dire, c'est vrai que c'est toi le sachant, c'est toi l'expert Ouais, sur le sujet de la qualité, même si ouais, on ouais. accompagne tout un tas de clients sur le sujet. Est-ce que pour démarrer, avant de rentrer tout de suite dans des cas d'usage dans la présentation de Séverine, tu pourrais nous dresser un peu l'état des lieux de ce que tu vois sur le métier du directeur qualité? Bah ouais, tout à fait. Donc effectivement, pour te poser un peu un contexte et des enjeux, moi ce que je vois, c'est que le métier des directions qualité est en pleine mutation. Donc si on regarde un peu les enjeux que 2025, ben, c'est vrai que c'est un métier où on voit beaucoup de changements. Il y a un turnover qui a doublé depuis les 20 dernières années. Donc on a des gens qui changent. C'est très difficile d'amener une culture qualité avec ce turnover. Euh, Moi, je vois de plus en plus de responsables qualité qui s'arrachent les cheveux en fait pour pouvoir diffuser la bonne parole chez eux et s'adapter avec le personnel disponible. Ça, c'est un fait. La deuxième partie, en fait, c'est un métier qui pilote, enfin en tout cas qui est de plus en plus percuté par les transformations digitales. Les outils changent sur tous les métiers et donc procédurer, en tout cas être capable de gérer l'assurance qualité avec une multitude d'outils digitaux, c'est un vrai casse-tête. Les gens s'arrachent vraiment les cheveux là-dessus et c'est quelque chose que je peux constater au quotidien. Donc la qualité 4.0, c'est un vrai sujet. C'est un métier aussi qui est en termes de métier à proprement parler, est en pleine mutation. Euh, donc avant, les directions qualité, il y a une quinzaine d'années, c'était vraiment le rôle, c'était de diffuser une culture et c'était également de processer et de maîtriser en fait la qualité interne. On voit que maintenant, ben, c'est vraiment un acteur sur la partie gouvernance RSE. Il y a de moins en moins en fait de direction qualité à proprement parler, c'est QHSE. Donc il y a vraiment un élargissement de la fonction et ça demande en fait un changement parfois de posture, voire d'avoir de nouvelles compétences. Et du coup, bah, effectivement, c'est un métier qui est en plein bouleversement, avec un empilage également de normes. Donc les normes, en fait, qui sont à la fois une opportunité pour les entreprises pour se structurer et puis pouvoir avoir des argumentaires commerciaux aussi, hein, faut pas se leurrer. Une entreprise qui est certifiée, c'est une entreprise qui s'ouvre de nouveaux marchés. Donc on a des normes, en fait, qui sont des normes globales comme l'ISO 9001, la 14001, et puis après il y a tout ce qui est normes un peu plus spécifiques comme l'HACCP, bonne pratique pharma. Et donc comment dans cet environnement arriver en fait à toujours être dans l'excellence opérationnelle, c'est un des enjeux des directions qualité. Sur le terrain, donc du coup, pour résumer, hein, c'est vrai que c'est un métier qui est de plus en plus stratégique. Vous êtes là pour piloter, pour être un des pilotes en outils support de la qualité de la voix du consommateur, mais également de la partie RSE. C'est beaucoup plus digitalisé également. Et enfin, c'est de plus en plus transversal. Sur le terrain, il y a également des mutations qui impactent votre métier. Donc, vous avez de plus en plus d'interlocuteurs qui ont des outils spécifiques et qui génèrent une quantité de données ou de flux de travail, d'organisation. Et donc, la multitude des interlocuteurs que vous avez, la multitude des outils qu'ils ont, crée en fait une surcharge d'informations. Vos interlocuteurs aussi sont dans une surcharge d'informations. Ils ont leurs outils qui peuvent donner de l'information en temps réel, des informations très métiers où ils doivent réagir, ils doivent être plus proactifs. On passe du contrôle au pilotage, vraiment, parce que la capacité à être en temps réel, ça demande de piloter, donc d'être beaucoup plus réactif. Et donc, ces gens-là, ils ont énormément d'informations qui leur arrivent de leur métier. Ils ont des démarches en fait, qui descendent de la direction que vous pouvez piloter vous également. Et donc, comment s'en sortir quand on a cette surcharge d'informations? Comment simplifier et être pertinent dans cette surinformation? Donc, pour y répondre, on a décidé aujourd'hui de vous présenter un outil et ses cas d'usage pour vous faciliter la vie sur le terrain et dans votre stratégie de déploiement. Donc l'outil en question, c'est SafeBrain et on a décidé de vous montrer des cas d'usage qu'on va vous détailler en fait
sur SafeBrain qu'on a déployé dans des entreprises industrielles pour pouvoir gagner du temps là-dessus. Mais avant tout, il faut définir un peu ce que c'est SafeBrain. Nicolas, tu veux en parler? Expliquer un peu ce que c'est? Oui, alors on ira voir la solution, mais peut-être avec un slide présenté SafeBrain. SafeBrain, c'est une entreprise qui a maintenant plus de 18 mois d'existence et ça fait de nous des dinosaures quasiment dans le monde de l'IA générative. Hein. On est sur l'IA générative déjà dans SafeBrain, c'est pas l'IA au sens large. C'est une entreprise française qui a été montée avec un objectif de pouvoir aider les entreprises à développer, à sécuriser, à piloter les usages de l'IA générative. Voilà. On ne va pas rentrer dans toutes les fonctionnalités de SafeBrain, mais il faut que vous compreniez qu'on est une plateforme qui va vous donner accès aux différentes IA du marché, donc les GPT, les Claude, les Mistral, dont vous avez beaucoup entendu parler, mais aussi d'autres. Et finalement, on se rend compte que ces IA ont chacune leur particularité et peuvent être adaptées à des cas d'usage bien spécifiques. Vous allez pouvoir, au sein de notre plateforme, construire des agents. Hein, on entend beaucoup parler de l'IA agentique ces derniers temps, des agents, des chatbots, et ce pour chacun des métiers. Alors aujourd'hui, on a un focus sur les directions de la qualité, mais SafeBrain n'adresse pas que les directeurs qualité. Vous le verrez tout à l'heure dans notre plateforme. On peut travailler avec des DRH, des directeurs marketing, des directeurs commerciaux. Et en tant que directeur qualité, donc vous allez créer vos propres agents, vos propres chatbots qui vont aller exploiter vos données, et ce par différents mécanismes, à la fois par ce qu'on appelle les bases RAG ou des bases de connaissances, pouvoir utiliser votre corpus documentaire, on le verra tout à l'heure, par exemple les procédures qualité, mais pouvoir vous interfacer aussi avec votre système d'information, aller interroger des bases en langage naturel. Là aussi, on montrera les retours d'expérience sur le sujet. Et tout ça, on le fait dans un environnement qui est sécurisé. Donc, je le disais, on est français, même si notre nom ne l'indique pas. On est hébergé en France, en l'occurrence chez un acteur qui s'appelle Dassault Systèmes, Outscale. On va être compliant avec les sujets de RGPD au sens où on va vous permettre d'aller crypter un certain nombre d'informations, de données sensibles, par exemple des formats de noms propres, d'emails que vous seriez amené à exploiter, ou alors aller crypter des noms de grands clients. Bref, ce que vous ne voulez pas envoyer au LLM, on est capable de le crypter. Et puis, dans SafeBrain, on va gérer les droits des utilisateurs. Vous le verrez tout à l'heure sur la plateforme, même si on ne va pas tout dérouler. Mais chaque métier a son propre espace. Et donc, vous, directeur de la qualité, vous allez avoir pour vous et votre équipe un espace dédié qualité avec des agents, des chatbots dédiés à la qualité qui vont aller exploiter des données dédiées à la qualité. Et vos petits amis de la DRH auront leur espace à eux et ils ne pourront pas rentrer dans votre espace et inversement. Voilà. Et tout ça, on va le faire dans un contexte où on va rajouter de la gouvernance avec l'accès à des tableaux de bord qui vont suivre les usages que les uns et les autres peuvent faire de SafeBrain, même s'il y a une confidentialité totale et on ne voit pas les conversations que vous faites dans SafeBrain, on est capable de savoir si vous êtes actif ou pas, comme on pourrait le suivre dans n'importe quel logiciel d'entreprise. On va pouvoir suivre un sujet qui est un petit peu sensible quand on utilise les IA, c'est la consommation des tokens pour pouvoir notamment maîtriser son budget et surtout avoir un usage responsable des IA pour pas forcément prendre celles qui sont les plus puissantes si on a des cas d'usage simples. Et puis, sur des sujets très sensibles, on est même capable de mettre en place des audits des conversations. Voilà, c'est ça, SafeBrain, développer, sécuriser, piloter les usages. On s'adresse à tous les métiers de l'entreprise, mais en particulier aux directions qualité. Et on va aller regarder maintenant des cas concrets de ce qu'on peut faire avec SafeBrain. Ça marche. Du coup, on a sélectionné la 6 cas concrets qu'on a déployés maintes fois dans des entreprises et qui répondent en fait à des problématiques de changement d'enjeu, d'enjeu stratégique pour vous. Le premier, en fait, c'est un cas d'usage assez simple. Donc là, je les déroule et puis après, on va aller sur SafeBrain et on va vous montrer concrètement comment ça marche. On va mettre les mains dedans parce que bon, là, c'est bien, mais il faut regarder comment ça fonctionne. Donc le premier, en fait, c'est sur les enquêtes qualité. Donc analyser les défauts et pour mener les bonnes actions, savoir prioriser en fait ces actions. Donc je vais vous montrer, on a développé un petit bot très simple. Vous allez voir, c'est hyper simple.
Le deuxième, en fait, c'est la partie turnover. C'est vrai que quand on a de nouveaux employés qui rentrent, l'onboarding doit être le plus rapide possible. Comment rentrer les gens et puis les mettre au niveau sur la partie métier et sur la partie documentaire. Donc, on a ce cas-là que je vais vous montrer également. L'accès à l'info, peut-être tu peux en parler, Nicolas. Je sais que c'est une de tes Oui, c'est un des grands grosses sujets. habitudes. Ouais, Ouais. tout à fait. C'est un des grands sujets aujourd'hui avec l'IA générative. Tu le disais, on déborde tous d'infos dans nos différents métiers. C'est valable pour la direction de la qualité, c'est valable pour d'autres métiers. Et donc, comment pouvoir mettre à disposition des collaborateurs un chatbot qui va donner des informations sur les procédures qualité à respecter, parce que ces fameuses procédures, vous le savez très bien, hein, on vous les fait entre guillemets ingurgiter quand vous arrivez dans l'entreprise. Faut les apprendre par cœur, mais au bout de 24 heures, parfois, on a tendance un peu à les oublier. Et donc, pouvoir y accéder facilement, c'est tout l'intérêt du chatbot dédié à la qualité. Puisque je prends la parole, un des cas d'usage qu'on a vu chez un client, alors c'est un des rares cas d'usage qualité qu'on n'a pas traité avec toi, Guillaume, mais Vrai. bon, c'est celui de préparation des revues de qualité, en fait. Un client qui fait un suivi des différents incidents de sécurité, notamment, qu'il le documente bien, mais il y a des synthèses qui doivent être présentées à la direction une fois tous les mois, avec un formalisme bien particulier, la possibilité notamment d'avoir un arbre de causalité sous forme de poisson d'Ishikawa. Et donc tout ça, on a automatisé la préparation des revues qualité. Et puis, on le disait, Séverine, on est capable de s'interfacer avec votre système d'information. Un des grands enjeux aujourd'hui dans les directions de la qualité, c'est à pouvoir creuser sur certaines données, pas forcément en monopolisant les équipes en charge de la BI, parce qu'on sait que c'est des ressources rares et qui sont très fortement sollicitées par toutes les directions. Et donc là, on va aller voir un exemple concret d'exploitation de bases de données SQL en langage naturel. Voilà. Mais On avait dit maintenant, que je pense c'était qu'il le faut vendredi qu'on le jour du plonge, poisson. il faut qu'on plonge dans le concret, Guillaume, et que tu puisses présenter les premiers cas d'usage en allant sur Sebrain. Allez, ça marche. Donc, SafeBrain, à quoi ça ressemble déjà? Donc, vous voyez, c'est un outil qu'on peut avoir sur un navigateur. Donc, on a des salons thématiques où on peut gérer les droits d'accès, c'est ce que tu as dit. Et là, nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de passer sur le premier cas d'usage qui était la gestion des défauts, enfin l'analyse des défauts. Donc, il doit y avoir un salon qualité à un endroit qui est là. Donc, le principe, en fait, quand on a un salon, on a des bots, des agents qui sont reliés en fait à ce salon et des utilisateurs. Donc, on peut travailler à plusieurs en fait sur un fil de discussion. Donc, je vais vous montrer un cas très simple. On va prendre un petit agent très simple qu'on a fabriqué. Je vais vous montrer après comment il est fabriqué. Je le choisis. Je vais lui donner en fait une base documentaire. J'ai fait une extraction depuis l'ERP d'une base de défauts de défauts cosmétiques dans une entreprise de cosmétiques. Je vais lui charger ça et je vais lui dire fais-moi une analyse et des préconisations depuis Excel. Donc on va lui envoyer la requête. Il va analyser tout ça. Vous allez voir, c'est très simple et je vais vous montrer après ce qu'il y a derrière dans le back-office. Donc là, il va analyser le document. Donc c'est un document qui contient 1000 données. 1000 données, en fait. Hop, je vais vous montrer à quoi il ressemble le document. Donc ça, on verra. Donc ça, c'est des incidents, Ouais, ce sont des incidents, en fait, si tu veux, c'est les non-conformités. Donc, il y a un eurodatage, il y a un type de non-conformité, le nombre de produits, en fait, qui ont été impactés, qui a déclaré la non-conformité, le type de défaut, et puis derrière, en fait, une notion de en cours, clôturé sur l'enquête, et savoir, en fait, après, ce qui a été détruit et les coûts associés.
Donc, si on revient après sur SaveBrain, petit effet démo, je pense. Donc, il est en train d'analyser. C'est l'effet démo, il suffit qu'on l'ait répété juste avant le webinaire et que à chaque fois. Ah, mais écoute, on va le relancer. Donc, en fait, là, il va aller découper tout ça en petits morceaux et puis faire une analyse selon ce qu'on lui a demandé. Donc, voilà. Donc là, il a analysé les 1000 non-conformités qu'on a extraites. Il nous donne en fait la répartition des défauts par type. Donc, flaconnage défectueux, on voit que c'est la majorité. Ensuite, on voit qu'effectivement, c'est assez bien réparti sur les différents types de problématiques. Ensuite, le top 3 des défauts les plus coûteux, on voit que le flaconnage, en fait, même si c'est juste 19,3, ça représente une somme qui est conséquente en termes de destruction ou de coût. Le taux d'avancement, et puis après, derrière, les actions correctives et préventives qui ont été mises en place. Il nous fait une petite synthèse pour améliorer la qualité. Donc là, il nous donne en fait une priorité et il nous donne en fait quelques préconisations. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer le robot qu'il y a derrière. Donc, c'est un petit agent en fait qui analyse les défauts et les déviations qualité, qui s'appuie sur un moteur Claude 3.7 Sonnet pour ses capacités de réflexion, mais on pourrait très bien s'appuyer sur d'autres moteurs. C'est ce que montrait Nicolas tout à l'heure. C'est qu'on peut utiliser d'autres agents, enfin d'autres moteurs pour pouvoir s'adapter et être le plus pertinent possible et surtout ne pas dépendre d'une solution technique. On lui a donné en fait un pré-prompt. Donc voilà, on lui a donné un truc très simple. On lui a dit, voilà, tu es un assistant, tu vas analyser et tu vas nous donner la répartition et faire une synthèse à la fin. Voilà, rien de plus. Vous voyez, c'est très simple et vous pouvez le faire avec vos propres accès admin et vous faire comme ça des petits comptes rendus à la volée de façon très, très formatée et très simple. Donc, ce cas d'usage, donc cet agent, en fait, pour abonder dans ce que tu dis, une fois qu'il est là, il est à la disposition de l'ensemble de l'équipe qualité et donc ça permet de normaliser finalement les analyses qui sont faites sur des bases comme ça liées aux défauts. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, ce qui est cool aussi, c'est que tu peux après creuser un peu et puis même tu peux déverrouiller le cadenas là et puis partager la conversation à un collègue et puis dire écoute, regarde, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses? On peut travailler à plusieurs. Et puis, ça permet vraiment d'avoir des petits rapports formatés, mais que vous formatez selon vos besoins métiers. Donc, voilà, on peut très bien le segmenter après par atelier, on peut très bien le segmenter par différents endroits, et puis même mettre en place des agents pour des études d'amélioration continue ponctuelle. Donc, voilà, ça, vous voyez, c'est très, très simple à mettre en œuvre. C'est vraiment le niveau le plus bas. Voilà, je passe peut-être sur le deuxième cas d'usage, mais vous pouvez voir en fait que ça, c'est très, très intéressant. Le deuxième cas d'usage, en fait, c'est un cas d'usage qui répond en fait à la problématique de turnover, c'est comment diffuser la qualité pour les équipes. Donc, nous, ce qu'on a fait là, on a fait ça pour des clients. On s'est posé la question de, pour pouvoir intégrer plus rapidement des nouveaux, l'objectif, c'est de leur donner une formation adaptée qui s'appuie sur les procédures. Donc, on parle de procédures et d'instructions et on va aller créer une formation adaptée. Donc, de la même manière, là, je vais aller chercher ce que j'ai extrait comme procédure. Là, c'est le cas d'un service logistique. Donc, je prends l'ensemble des procédures logistiques que je vais charger et je vais lui dire prépare-moi une formation pour un magasinier qui vient de rentrer dans l'entreprise, qui est débutant et qui va avoir à réaliser l'ensemble des tâches logistiques. Donc, je lui précise pour qui il doit faire la formation, parce que c'est important. Dans mon corpus documentaire, les personnes n'ont pas toutes les mêmes tâches à faire. Et il va aller préparer la formation depuis les procédures instructions. Donc, c'est une formation qualité qui va aller proposer, qui va aller construire en fonction du besoin. Donc, on voit là qu'il est en train de regarder les différentes procédures.
Voilà. Donc là, il est en train de proposer les différentes instructions sur lesquelles il y a une étape importante. Et puis, il va créer un syllabus, c'est-à-dire un programme de formation avec toutes les tâches en fait, importantes à mettre en œuvre. Donc, le module 2, c'est sur la réception. Le module 3, sur les prélèvements et la manipulation des matières. Voilà. Et puis après, il va aller dire voilà, l'ensemble de l'onboarding qu'il faut mettre en œuvre pour ce magasinier. Donc, sur 20 jours d'intégration, c'est-à-dire sur 4 semaines, on peut former un magasinier sur l'ensemble des tâches pour qu'il soit totalement autonome et le mettre en binôme pendant ce temps-là. Ce qui peut être intéressant à regarder aussi, c'est on peut lui demander de créer un questionnaire pour pouvoir valider la formation. Est-ce que tu peux créer un formulaire de type QCM pour valider cette formation? Donc lui, il sait en fonction des procédures quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire. Il va faire un questionnaire spécialisé pour ce cas-là, d'agent, enfin pour le magasinier débutant, et il va proposer en fait un questionnaire voilà, sur les EPI, sur le dépotage, sur les déchets d'essuie-tout souillés. Vous voyez, donc il met les bonnes réponses et derrière, il peut nous donner aussi des critères d'acceptabilité. Ça, c'est à vous de le définir après derrière, mais c'est un gain de temps vraiment pour pouvoir onboarder les bonnes personnes et s'assurer en fait que les procédures ont été consultées, mais que derrière, il y a eu une formation et une mise en situation qui permet justement de valider que la personne est apte en fait à prendre son poste. Et on peut l'évaluer en générant des formulaires comme ça par métier. Donc, un cas d'usage en fait qu'on a déployé assez souvent, parce que c'est vraiment une obligation en fait de s'assurer en fait que le personnel est capable en fait de faire son métier dans des métiers contraints, quoi. Voilà, on peut avoir les remarques. Voilà. Donc c'est un outil en fait que moi j'aime bien mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si par exemple vous onboardez demain un chef d'atelier, c'est pas la même chose qu'un magasinier. Et ça permet d'adapter un petit peu les formations pour pouvoir sécuriser le métier à proprement parler. Voilà, si vous aviez des questions, on y répondra tout à l'heure, mais là, tu peux prendre la main sur la partie accès à l'information. Je prends la main pour d'autres cas d'usage. Moi je suis comme toi, hein, je suis au même endroit. On voit d'ailleurs qu'il y a des conversations que tu as partagées auxquelles j'ai accès. Ça, ce sont mes conversations, elles sont privées et tu n'y as pas accès. Mais au-delà des questions de conversation et de confidentialité dans Sevrène, on va aller voir un autre cas d'usage. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le chatbot qualité. Parce que finalement, on a des procédures, on les dispense sous forme de formation intelligente, on fait des QCM, mais on sait très bien que malgré tout, derrière, il y a un petit risque que les gens, au fil du temps, oublient certains aspects liés aux procédures. Donc, on va voir là un chatbot qui permet justement d'aller répondre H24 aux questions que les collaborateurs peuvent se poser sur les procédures de l'entreprise. Vous avez vu qu'on peut parler en langage naturel à Sevrène. Donc, imaginez, je suis le collaborateur et je me pose des questions sur les invendus, les retours clients, comment ça doit être géré. Donc, comment est-ce que je dois gérer les retours clients? Hop. Donc là, l'agent, en fait, pour me répondre, il ne me répond pas avec, entre guillemets, l'intelligence de l'IA générative, parce que l'IA générative, elle ne connaît pas mes procédures. L'agent, il va répondre en allant exploiter un corpus documentaire qui est dans Sevrène et qui va permettre à l'IA
de répondre en s'appuyant sur les données de l'entreprise. Donc voilà, j'ai posé ma petite question, il m'a remonté l'ensemble de la procédure, il m'a cité les documents qui étaient importants. D'ailleurs, je peux lui demander d'afficher ses sources. Et tout à l'heure, Guillaume vous expliquait que créer un agent, c'est très simple. Et effectivement, créer un agent, c'est pouvoir créer un prompt sur étagère. Vous voyez, là, on n'a pas fait un prompt très, très compliqué. On lui a dit que c'était un spécialiste du support aux employés pour une entreprise industrielle. On lui a dit qu'il allait répondre à des questions en s'appuyant sur une base de connaissances. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, Guillaume, on peut choisir les IA qu'on veut mettre en œuvre. Ça me permettra de répondre à une question qui a été posée sur le module de questions-réponses, mais comment vous assurez la confidentialité des données? Alors, une des manières d'assurer la confidentialité des données, c'est dans le choix des LLM que vous allez exploiter, puisqu'il y a des LLM qui sont des LLM privés type GPT, mais il y a des LLM open source, il y a des LLM embarqués dans nos propres data centers. Bref, on peut choisir le LLM selon des critères à la fois de puissance, mais aussi selon des questions, des critères de confidentialité. Toujours est-il que votre agent, voilà, vous l'avez paramétré simplement. Et là, on va voir qu'on peut aller plus loin dans le paramétrage. On peut notamment, en mode expert, aller jongler avec un certain nombre de paramètres, de capacités qu'on verra tout à l'heure. On aurait pu lui dire de créer des images, d'aller surfer sur le web. On aurait pu lui dire d'aller requêter une base SQL. On verra tout à l'heure. On lui a dit surtout là, tu vas aller t'interfacer avec une base de connaissances. Donc, une base de connaissances, c'est un endroit dans SafeBrain où vous avez déversé vos connaissances pour que l'IA puisse venir les exploiter. Et puis, comme il s'agit d'aller faire l'exploitation de connaissances bien spécifiques, en l'occurrence vos procédures qualité, vous pouvez jongler ici avec un certain nombre de paramètres, notamment le niveau de créativité de l'agent. Là, on lui a demandé de ne pas être très créatif puisqu'il doit répondre sur des procédures d'entreprise. Voilà. Et une fois que ces paramètres sont faits, une fois que vous avez customisé votre agent, il est à disposition de l'ensemble de l'équipe. Et en l'occurrence, dans le cas d'un chatbot qualité comme celui-là, on pourrait déporter ce chatbot sur un intranet et pas besoin d'avoir un abonnement à SafeBrain pour pouvoir l'utiliser. N'importe quel collaborateur peut l'utiliser. Donc voilà, ça c'est un des grands classiques de l'IA et des chatbots. On en fait pour les directions de la qualité, mais pour les directions RH, pour tout un tas de fonctions, c'est un des grands classiques de l'IA générative. On va aller voir un autre cas d'usage, j'en parlais tout à l'heure, les revues de sécurité industrielle. Là, c'est pour un client qui, je le disais, a régulièrement régulièrement, pas trop régulièrement, mais des incidents qu'il doit sur son site industriel et il les documente, voilà. Donc ça c'est au fil de l'eau et puis arrive le moment où tous les mois il a sa revue de direction et il doit faire une synthèse des différents événements qui sont passés avec derrière les arbres de causalité. Alors ils font ça sous forme de diagramme Ishikawa. Et donc, on avait créé un agent pour eux pour faciliter tout ce qui est préparation de revue de direction. Donc, prépare la revue de direction. Donc, cet agent, il a été customisé pour faire une synthèse et l'exploitation des informations pour faire une analyse de type Ishikawa des causes de l'incident. Voilà. Donc, ça lui permet à notre client de gagner beaucoup de temps parce que je vous ai montré un des événements, mais il y en a comme ça, hélas pour lui, souvent beaucoup plus, et donc pouvoir formaliser et normaliser les revues de direction, et ce, j'allais dire, quelle que soit la personne qui le fait, puisque l'agent est à disposition de l'ensemble des équipes qualité. Et puis, dernier exemple sur lequel on va présenter un cas d'usage, ça c'est un grand classique
des directions de la qualité, la capacité à aller zoomer sur certaines données, données remontées de vos bases industrie, données commerciales. Enfin, vous avez besoin de rentrer dans le détail. C'est des choses que les équipes BI peuvent faire pour vous, mais parfois c'est un petit peu laborieux. Donc, on a la possibilité d'interfacer SafeBrain avec votre système d'information, avec vos bases SQL. Et si vous n'êtes pas expert des bases SQL, et c'est mon cas, si je dis donne-moi le top 3 de nos clients en fonction du chiffre d'affaires, on va voir que l'agent, en fait, donc qui est relié à une base SQL, va aller faire la requête SQL. J'aurais été incapable de la faire, c'est pas du tout mon métier, et pour pouvoir me sortir les informations. Alors, on n'a pas vocation à devenir un outil de BI à la place de la BI, c'est pas le but, mais en revanche, venir en complément d'outils de BI pour pouvoir zoomer sur des sujets bien spécifique, c'est la valeur qu'on apporte notamment aux équipes métiers comme les équipes qualité. Voilà, donc on a vu… Si je peux me permettre, ouais. Nicolas, si je peux me permettre sur ce cas pratique, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand vous avez une équipe BI à disposition, elles ne sont pas forcément toujours disponibles au moment voulu pour pouvoir faire une extraction de vos systèmes d'information. On le voit, des fois, vous avez à prendre des décisions sur des lots où vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros qui risquent d'être jetés. Il faut faire une extraction très rapide. Si on attend quelques heures selon les process, ça peut dégénérer. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un game changer. Enfin, vraiment, hein, c'est pouvoir exploiter des bases de connaissances, enfin, des bases de SQL en langage naturel. C'est une demande qu'on a par les directions qualité, l'amélioration continue, mais également par les services de prod. Parce que c'est la possibilité en fait, d'agir beaucoup plus rapidement en extrayant vraiment ce qu'on souhaite sans avoir à passer par des métiers qui sont en tension et qui ne sont pas forcément tout le temps disponibles. Donc ce cas d'usage-là, vraiment, c'est une demande qu'on a très régulièrement. Voilà, je tenais juste à le dire et c'est stratégique, vraiment. Et juste, sans y passer longtemps, hein, on a une interface assez simple avec une base SQL. On peut s'interfacer plus globalement avec votre système d'information. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une API qui permet aujourd'hui d'aller intégrer SafeBrain avec votre SI. Maintenant, tout ça, néanmoins, c'est des projets, ces projets d'IA générative. Il faut les mener avec méthodologie. Et là, je vais te repasser la main, Guillaume, pour que tu nous expliques, finalement, quand tu accompagnes, toi, les directions qualité, et plus globalement des clients sur les sujets d'IA générative, comment est-ce que tu abordes ces projets? Alors, déjà, il faut savoir que l'IA générative, c'est qu'un pan de l'IA et que ça répond aux problématiques en fait de requêtage de base SQL, mais également d'analyse de corpus documentaire importants. Il y a d'autres algorithmes qui permettent de faire de la régression linéaire, de faire de la data modélisation, de faire de la connaissance du process. Mais ce n'est pas forcément avec SafeBrain qu'on va aborder ça. Donc là, si on fait un focus sur l'IA générative à proprement parler, les bonnes pratiques pour réussir, en fait, elles sont simples. Hein. C'est la première chose, c'est acculturer les équipes à l'intelligence artificielle. Donc là, je mets un point d'honneur en fait à vraiment insister là-dessus. On le sait, il y a même un mot qui existe qui s'appelle le shadow IA. Elles utilisent de l'IA en fait des fois en diffusant des informations qui sont pas forcément, qui peuvent être stratégiques pour l'entreprise, mais qui le font un peu de façon sauvage. Donc déjà, acculturer les équipes sur le fait que quand on utilise une IA, ce n'est pas forcément neutre et qu'il faut le faire avec des solutions corporate, dont SafeBrain est un fer de lance parce que ça permet de sécuriser les usages, de créer en fait des filtres de sécurité. Je vais vous les montrer tout à l'heure, avant le question-réponse. Mais voilà, déjà les acculturer, leur montrer comment ça fonctionne, leur montrer que ce n'est pas magique.
se baser sur vos bases de connaissances à vous, et en fait le faire avec vos équipes, les équipes terrain, pour que qu'elles soient elles-mêmes moteurs de la transformation. Et en fait, moi, ce que j'apprécie vraiment beaucoup avec SafeBrain, c'est cette facilité de prise en main pour que très rapidement, des non-sachants puissent créer leurs agents, puissent créer des cas d'usage qui correspondent en fait à leurs besoins terrain pour pouvoir en fait se débrouiller, en fait, être capable de construire déjà les premiers outils qui répondent à leurs besoins. Et ça, voilà, l'acculturation, c'est la première étape nécessaire en fait à tout changement. La deuxième, en fait, c'est l'identification. Donc, identifier les données, les cas d'usage stratégiques. Donc ça, en fait, évidemment, si on achète de l'IA pour acheter de l'IA, on peut être très déçu. Donc, identifier les priorités stratégiques de votre entreprise. Ça peut être en faisant un audit data IA ou ça peut être en faisant un audit interne. Donc, définir où on a des problématiques, quelles sont les problématiques prioritaires. Dans le cas de l'assurance qualité, c'est aussi voir en fait les référentiels qui posent problème ou les métiers en tension ou les problématiques en fait de turnover. Et ensuite, définir les cas d'usage stratégiques, c'est-à-dire ceux qui rendent le meilleur service en coûtant le moins de temps et le moins d'argent. Et après, derrière, ceux qui vous permettront de régler des problèmes plus complexes. Donc, identifier les bonnes données. Est-ce qu'elles sont disponibles ou pas? Si elles ne sont pas disponibles, mettre en place toute une stratégie pour rendre disponibles ces données-là et définir ensuite les cas d'usage sur lesquels on va faire les premiers déploiements. Essayer d'avoir une IA qui répond à tout, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il y a plein de gens qui vont vous vendre ça, en fait, qu'il y a des solutions qui répondent à tout, et c'est faux. Donc, il faut de la multitude et il faut vraiment identifier les cas d'usage sur lesquels vous voulez déployer des choses. Ensuite, définir une gouvernance des données. Alors, ça, c'est très intéressant parce que dès qu'on commence à lancer des sujets IA, on se rend compte que ça a une vertu. Ça a une vertu de se poser la question de quelles sont les données, où elles sont, est-ce qu'elles sont décuplées dans les entreprises? Est-ce que malheureusement, vous avez des services qui travaillent avec des fichiers Excel parce qu'elles n'arrivent pas à avoir les données mettre à disposition? Ça permet de remettre en fait en ordre comment la donnée circule et elle est stockée et utilisée dans l'entreprise. Donc définir une gouvernance de données, c'est soit un préalable en fait, au déploiement de solutions IA, soit en fait, c'est quelque chose qu'on va découvrir quand on va faire un diagnostic, on va découvrir l'état des lieux, et là, du coup, on va commencer à lancer une gouvernance des données. Voilà, et donc la gouvernance, c'est savoir en fait quel système est maître de quelles données sont essentielles pour les différentes personnes, et comment on les met à jour, comment on s'assure qu'elle est unique et qu'elle n'est pas... qu'il n'y a pas des bases de données redondantes à plein d'endroits, et pour avoir une stratégie qualité, comment on la qualifie cette donnée pour pouvoir l'utiliser. Parce que si les données ne sont pas de qualité, en fait, on peut pas travailler correctement. Et ça, c'est vraiment essentiel. La majorité des projets IA qui ne fonctionnent pas, c'est parce qu'en fait, les données ne sont pas de qualité ou pas suffisamment en grande quantité. Voilà, donc après sécuriser, il y a plusieurs notions dans la sécurité. On pense de suite à la cybersécurité aujourd'hui, mais avant tout, il faut se poser la question aussi de l'analyse de risque. Voilà, donc nous, en fait, ce que moi je peux vous dire, en fait, en bonne pratique, c'est ne misez pas tout sur une seule solution. Ne misez pas tout sur un seul moteur. SafeBrain est intéressant de ce point de vue-là, sur la partie IA générative, parce qu'elle vous permet d'avoir le choix. Si demain, en fait, ChatGPT triple ses tarifs ou on se rend compte qu'il y a une grosse faille de sécurité ou un problème de changement de conditions générales d'utilisation où vos données, en fait, sont pas forcément bien traitées, vous pouvez très bien changer juste le moteur, en fait, et passer sur un Mistral auto-hébergé ou sur des moteurs un peu plus souverains. Et donc, d'avoir ce choix, en fait, de pouvoir changer d'algorithme, ça permet de sécuriser vos données. Également, sur la partie sécurisation, il y a la partie souveraineté. On n'en a pas forcément parlé, mais on auto-héberge des moteurs en open source et on peut les utiliser pour des petits cas très pratiques, très spécifiques. Et ça, en fait, c'est vraiment intéressant parce que si le moteur, en fait, il est auto-hébergé, vous savez que vous n'allez pas dépendre de boîtes américaines, entre autres, pour vos usages. Et puis de toute façon aussi, on voit que ça évolue tellement vite. Les capacités des moteurs IA en fait doublent toutes les
tous les 6 mois. Donc, faire un choix en fait en misant tout sur une seule solution, c'est un choix en fait qui est nécessairement perdant parce que vous savez que 2 mois après, 3 mois après, il y a d'autres solutions qui sont meilleures. Donc, se laisser de la souplesse en fait pour pouvoir faire évoluer en fait la solution sur laquelle vous vous appuyez. Enfin, ne misez pas tout sur une seule solution. Et après, créer des agents spécifiques, ça est aussi une façon de faire durer les choses. On n'a pas forcément besoin d'avoir des moteurs hyper gros pour pouvoir faire des tâches quotidiennes en fait qu'on pourrait très bien faire sur des petits moteurs auto-hébergés. Donc, créer des agents avec des périmètres précis, c'est se définir quel est le bon agent pour pouvoir utiliser, enfin le bon moteur pour le bon usage, pour les bonnes personnes qui s'appuient sur les bonnes données. Et avoir cette stratégie de créer des agents très spécifiques avec des périmètres précis, ça vous permettra de faire durer la solution et de donner le meilleur service en fait aux utilisateurs. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Nicolas, tu voulais rajouter des choses là-dessus ou pas? Non, moi je trouve qu'on est très dans la qualité. Tu avais affiché le dernier slide, il est 11h45 et on avait dit qu'à 11h45, on s'arrêtait pour parler, pour répondre aux questions. Si c'est pas de la qualité, ça, je sais pas ce que c'est. Alors, j'en profite parce que j'ai vu qu'il y avait des questions. Merci au Sarah. C'est toujours le plus compliqué, c'est poser les premières questions. Alors, il y a eu une question sur la confidentialité des données associées à l'exploitation, enfin, qu'on exploite dans ces brands. Donc, je crois qu'on l'a bien expliqué. On a différents LLM. On a des LLM qui sont effectivement les grands LLM privés du marché, les Claude, les GPT, qui sont très puissants, mais dont on peut se poser des questions sur les questions de confidentialité, même s'il y a des accords avec eux quand on les exploite à travers ces brands. On va avoir des mécanismes de pseudonymisation des données vis-à-vis de ces grands LLM. Et puis, on a des LLM open source qu'on peut mettre en place, enfin, qui sont consommables, je veux dire, dans ces brands et qu'on peut utiliser pour certains cas d'usage bien spécifiques. Et puis là, Guillaume est en train de zoomer, on est en capacité d'aller mettre en place des filtres de sécurité pour faire ce qu'on appelle la pseudonymisation à la volée de données sensibles, notamment format d'email, format de numéro de téléphone, ce genre de choses pour pas que ça soit exploité par les LLM. Donc ça, c'est un premier point et c'est vraiment dans l'ADN de Sevren, cet aspect sécurité. C'est ce qui fait qu'on travaille, nous, beaucoup avec le monde bancaire, avec des acteurs comme la gendarmerie nationale, des collectivités voilà, qui sont très à cheval sur ces sujets. Il y avait une question sur pouvez-vous partager des exemples concrets où les chatbots ont aidé à résoudre des problèmes de qualité ou de conformité. Alors, je profite du fait que je suis en train de lire les questions pour dire que si vous voulez poser vos prochaines questions à l'oral, vous pouvez. N'hésitez pas à ce moment-là à enlever le mute de vos micros. Alors, les chatbots qui ont aidé à résoudre des problèmes de qualité ou de conformité, on a montré des exemples de cette capacité qu'on a avec le chatbot, justement, à interroger en permanence sur des sujets de qualité. Alors, est-ce que ça les résout automatiquement? Le chatbot ne le résout pas automatiquement? Non. Mais en revanche, l'opérateur, le collaborateur qui est confronté à une question sur des procédures qualité et qui va peut-être pas prendre le temps d'aller fouiller dans la base qualité où il y a 150 documents, voilà, il a son chatbot qui peut interroger à la volée et il aura plus de entre guillemets, chance derrière d'être respectueux de ce qu'il faut faire que si il n'était pas allé farfouiller au sein des différentes bases qualité. Je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus, Guillaume. Non, après, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un outil qui permet de prioriser et d'aider en fait à la prise de décision. On n'est pas sur des algorithmes de type prédictif, par exemple. Ça, moi, j'ai fait du prédictif, que ce soit sur du process ou sur de la maintenance prédictive. Ce sont d'autres algorithmes. Mais l'IA générative, en fait, c'est plus une aide, on va dire, à la synthèse, au requêtage, à l'analyse, qu'un système qui va nous aider, en fait, à résoudre, enfin,
ça va nous aider forcément parce que ça va nous aider sur la synthèse, mais c'est pas l'objectif premier en fait de l'IA générative. Donc oui, des cas d'usage où ça aide, oui, mais pas forcément où ça résout d'elle-même les problématiques. Alors, une question sur est-ce que l'on peut héberger les fichiers de données sur un serveur et rediriger les chatbots sur ce serveur? Alors, aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'est conçu SafeBrain. On est, via notre API, en train de développer la possibilité de s'interfacer avec des SharePoint et autres drives. C'est pas comme ça que c'est fait. Là, on rentre un tout petit peu dans la mécanique de le bon usage des bases de connaissances, mais pour qu'une base de connaissances soit bien exploitée, il faut que les données soient propres. Hein. Guillaume a beaucoup insisté sur la qualité des données. Et si dans une base de connaissances, vous avez des documents qui peuvent être un peu contradictoires les uns les autres, vous avez une V1 de vos procédures, puis une V2, puis une V3, et que vous interrogez l'IA dessus, elle pourra confondre les choses. Et donc, l'intérêt d'avoir des bases de connaissances qui sont effectivement, nous obligent à aller mettre le document dans sa brain, c'est qu'en revanche, ce document, il y a la démarche de le mettre. C'est à ce moment-là que vous pouvez contrôler qu'il n'y a pas de documents qui sont contradictoires. Et finalement, ça fait quelque part un get de qualité supplémentaire par rapport au fait que on s'interfacerait avec un SharePoint en disant à l'IA, débrouille-toi, va chercher tout ce qu'il y a dans le SharePoint, et puis on se rend compte que ça marche pas trop. Donc voilà, il y a aujourd'hui une limite technique qu'on est en train de faire sauter, mais de toute manière, on l'a fait sauter en fait déjà. Une gestion de la qualité des documents est essentielle. Pour répondre à Vincent, peut-être effectivement, nous, on est en train de développer des connecteurs pour pouvoir automatiser un certain nombre de tâches, et notamment cette notion d'aller chercher des données dans des flux de données. C'est quelque chose sur lequel on travaille pour répondre justement à cette problématique. Aujourd'hui, SafeBrain seul ne le fait pas, mais on est capable de le faire avec d'autres solutions. Voilà. Alors, peut-on avoir une réponse vocale? Non, aujourd'hui, on n'est pas en mode vocal sur la réponse. C'est pas tellement une demande qu'on a eue de la part de nos clients. Autant la dimension vocale pour interagir avec l'IA pour pouvoir lui demander de faire plus long, plus court. Voilà, ça c'est demandé. Le mode vocal en retour, on l'a assez peu. Pour être franc, on commence à l'avoir, notamment en milieu industriel, le fait de pouvoir s'affranchir un petit peu des écrans. Donc, faudra un moment qu'on y travaille, mais je préfère, quand c'est pas dans la roadmap gravée dans le marbre, ne pas annoncer des choses qui, pour l'instant, sont pas encore en visibilité de nos équipes techniques. Et après, il y avait une question sur le corpus de fichiers de l'entreprise. Peut-on l'implémenter directement dans l'agent? Alors, on ne sait pas, quand on crée l'agent, on ne va pas mettre à un endroit le corpus. On va dire à un agent, voilà, tu peux te référer à des bases documentaires, des bases RAG qui sont dans SafeBrain. Voilà, il peut se référer à 1, 2, 3, 4, 12 bases RAG. Donc, il va aller exploiter des bases de connaissances, mais ce n'est pas dans l'agent lui-même qu'on met les bases de connaissances. Et puis, il y a une autre façon d'exploiter les fichiers, c'est ce qu'a montré tout à l'heure aussi Guillaume, à savoir la capacité qu'on a dans la fenêtre de prompt, si on veut analyser des fichiers, tout à l'heure c'était le cas pour analyser des procédures et en tirer un support de formation, il a descendu directement les fichiers dans le support, enfin dans la fenêtre de prompt. Donc il y a plusieurs manières d'exploiter les fichiers, mais c'est pas directement dans l'agent. En revanche, voilà, un agent pourra. Et c'est mieux parce qu'en fait, du coup, ça permet de créer des bases de connaissances qu'on peut relier à plusieurs agents. Vraiment, la notion de base de connaissances, c'est là où on met les données et là où on va les découper pour qu'elles soient digérables par un ou plusieurs agents. Mais le fait de ne pas multiplier en fait l'endroit où on va stocker les données, c'est une plus-value
parce que ça permet en fait aux agents d'avoir sur une base de connaissances une dizaine d'agents, voire une centaine d'agents qui vont aller faire des tâches un peu différentes. C'est vraiment cette volonté d'être propre et de ne pas multiplier, de ne pas surstocker de la donnée, ou en tout cas de ne pas découper de la donnée de façon inutile. Voilà, donc là, je suis juste en train de vous montrer comment on charge rapidement une base de connaissances. Donc là, j'ai pris les procédures qualité pour le service logistique que je suis en train de charger. Il est en train de les digérer. Je l'ai appelé base test, et cette base test, en fait, je peux la relier à 1 ou 100 agents, et c'est mieux comme ça. C'est plus intéressant du point de vue sobriété numérique aussi. Alors, est-ce que les bases de connaissances ont une limitation? Alors, c'est souvent une question qu'on nous pose. Elle n'est pas gravée dans le marbre. On a un peu de mal à y répondre en toute transparence. L'expérience montre que si on est sur trop de documents, à un moment, l'IA va avoir du mal à l'exploiter. Alors, où est-ce qu'on peut mettre la barre? On a constaté, nous, que quand généralement on commence à dépasser une soixantaine de documents, ça devient un peu plus compliqué pour les IA d'exploiter ça dans les bases RAG. Hein. Même si quand une IA va exploiter les bases RAG, on ne va pas rentrer dans le détail, mais elle ne va pas relire l'ensemble des documents dans son exhaustivité. Elle va aller chercher directement les endroits qui semblent pertinents par rapport à la question. Mais peu importe, malgré ce mécanisme, on se rend compte que quand on commence à dépasser les 50, 60 documents, alors ça va dépendre de la taille des documents, ça dépend de pas mal de paramètres, mais ça devient un peu compliqué pour l'IA. N'hésitez pas à activer vos micros et poser des questions aussi de façon informelle. Hein. Moi, je vois pas mal de gens que j'apprécie et que je connais dans la liste. Bonjour, vous allez bien? Je ne sais pas qui a parlé, mais allez-y. C'est Anthony, merci pour votre présentation, c'était super. J'aurais juste une question du coup par rapport à ce que je voulais rebondir par rapport à ce que vous m'avez montré sur l'implémentation des connaissances directement dans votre solution. Mais le truc, c'est que si on vient à diviser les agents, faire plusieurs agents différents, c'est-à-dire que l'agent, on va lui complexifier la tâche à ce qu'il aille chercher des données, peut-être qu'il va devoir faire un tri parmi des fichiers qui ont peut-être rien à voir avec la requête qu'on va faire. Ce qui était intéressant, c'était justement ce que vous disiez, à un moment que vous divisez, vous faites plusieurs agents, que vous paramétrez de plusieurs façons différentes pour l'adapter à une problématique précise. Et du coup, je me demandais si c'était possible d'ajouter directement la documentation dans l'agent lui-même et pas du coup la base de connaissances globale. Alors, c'est bien. En fait, si tu veux, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que découper les bases de connaissances pour avoir des choses très thématiques, c'est une bonne pratique. Après, dans la façon dont tu fais les bases RAG, ce qu'on appelle les bases RAG, les bases de connaissances, il faut comprendre en fait que on a une découpe vectorisée de la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, les bases de connaissances, les documents que tu envoies, sont jamais exploités en tant que tels par l'IA. Elles vont être coupées en petits morceaux, reclassées par thématique, par compréhension en fait des différents vecteurs. Et c'est ça en fait qui va être interrogé par l'IA. Donc, il va faire des liens entre des documents que tu vas mettre. Si tu mets par exemple 5 documents et que sur ces 5 documents, tu vois, tu as une procédure sur différents métiers et que tu as une sécurité sur ces 5 procédures, il va capter que là, il y a une thématique sécurité et il va faire le lien. Tu vois. Okay. Donc, il y a cette notion de penser en fait qu'on va surcharger en créant des bases de connaissances et qu'on va aller interroger avec l'agent. C'est pas l'agent qui va, c'est vraiment tu crées ta base de connaissances coupée en petits morceaux d'un côté, tu crées des agents qui vont, eux, en fonction de leur contexte, aller chercher dans ce qui est pertinent, et ensuite, ça fait le taf. Mais c'est cette notion de vectorisation, en fait, qui est hyper pertinente. C'est comme si on pourra faire un cours sur les bases RAG si vous le souhaitez pour que vous compreniez les spécificités, mais effectivement, il faut comprendre que l'IA ne va pas aller relire tous les documents de la base pour pouvoir
répondre, c'est des questions de similarité vectorielle, puisqu'on est dans le monde des vecteurs, dans les IA, qui vont faire que vous pouvez vous poser votre question, comment sont traités les retours clients, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est transformé en vecteur et on va aller chercher dans la base RAG les petits bouts de documents de vos différentes procédures qui, potentiellement, traitent de ce sujet pour pouvoir permettre à l'IA de faire une réponse. Je profite du fait que je suis en train d'afficher mon écran pour dire que on a montré là quelques cas d'usage, on en a d'autres, on a toute une liste d'usages que nous ont remonté les responsables qualité de nos clients sur ce qu'ils font avec SafeBrain. Alors, c'est pas des choses qu'on a implémentées à chaque fois pour eux. Hein. Là, on a fait un sondage auprès de nos clients et pas qu'auprès des directions qualité, on l'a fait auprès des directions RH, marketing et autres sur ce qu'ils faisaient de SafeBrain. Et donc, ça peut aussi éclairer sur des usages potentiels que vous pourriez avoir. Et puis, je profite aussi du fait que je suis toujours sur mon écran pour montrer qu'il y a de la gouvernance dans SafeBrain avec la capacité à piloter l'ensemble. Alors bon, là, on est sur la plateforme qu'on a utilisée pour le webinar, mais on est capable de voir les utilisateurs les plus actifs, les agents les plus utilisés. On peut voter aussi pour dire est-ce que cet agent est pertinent ou pas, ce qui vous permet d'être dans une logique d'amélioration continue de vos agents pour qu'ils délivrent vraiment de la valeur. Enfin voilà, tout ça, c'est piloté. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui... Mais si tu mets un doigt sur un truc qui est hyper important aussi, là, Nicolas, c'est que quand tu entraînes un agent, au début, on le livre, et puis en fonction des réponses qu'il donne, on va pouvoir affiner son prompt, ou on va pouvoir affiner aussi les bases de connaissances dont il a besoin. Notamment quand on fait des FAQ, tu sais, en plus, et tout ça, il ne faut pas penser en fait qu'il suffit d'un prompt et d'une base de connaissances pour que ça marche. Parfois, on se rend compte qu'il y a des réponses à affiner, et donc quand on déploie, il y a toute une phase où on regarde comment ça se comporte pour pouvoir compléter et améliorer l'agent. C'est important en fait de le rappeler. Alors, question, si je change ou rajoute un document dans ma base RAG, il faut refaire une base de connaissances où il adapte les embeddings de celles existantes. En fait, non, justement, le principe, c'est vous avez votre base, votre agent tape dessus. Cette base, tout d'un coup, vous avez une procédure qui change. Vous mettez la nouvelle version de la procédure. Vous enlevez l'ancienne et la nouvelle, elle est chargée dans la base RAG et tout de suite, elle peut être exploitée par l'agent. Il n'y a pas besoin d'aller recréer une base RAG spécifique. Et c'est justement là où vous mettez de la qualité en fait dans ce que vous injectez dans les bases RAG. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez mettre un document, vous posez la question de ah oui, donc ça va être utilisé pour un agent IA. Est-ce que je suis bien en train de mettre un document qui est complémentaire, qui n'est pas contradictoire aux autres? On a dépassé midi, alors sauf s'il y a des questions, à un moment, il faut tenir le timing vis-à-vis des gens qui sont connectés, d'autant plus qu'il y en a quelques-uns qui commencent à se déconnecter. S'il n'y a pas de dernière question... Oui, j'ai une dernière question. Allez-y. Bonjour Guillaume, Frédéric Simonet. Bonjour, salut Fred. En termes de tarification, ça se passe comment? Alors moi, je vais répondre sur la tarification parce que, en tous les cas, sur la partie SafeBrain, puisque vous avez compris que SafeBrain, c'est à la fois, SafeBrain, c'est la plateforme, et puis après, il y a l'accompagnement que peut en faire un partenaire comme Verben Consulting. SafeBrain, nous, on est sur un abonnement, on est en mode SaaS. Quelques grands clients le déploient en mode on-premise, mais c'est... L'essentiel, c'est du mode SaaS et on est sur un abonnement à 20 € par mois et par utilisateur. Et 20 € par mois et par utilisateur, ça vous donne accès aux différentes IA. Aujourd'hui, on en héberge 13 pour être exact dans SafeBrain et puis on les met, on les update régulièrement. Mais voilà, on ne cherche pas à multiplier les IA. Ça vous donne accès à certains agents qui sont sur étagère, qui sont déjà paramétrés, pas que pour les directions qualité. Hein, encore une fois, on s'adresse aussi aux différents métiers de l'entreprise. Et puis, au module de supervision. Voilà. Et après, il y a l'accompagnement que vous voulez faire ou pas lorsque vous lancez SafeBrain. Moi, comme je parle devant Guillaume, je ne peux que souscrire au fait que vous soyez accompagné, mais là, c'est plutôt du projet ad hoc. Ok, merci.
Et avec Guillaume, on a toute une méthodologie pour embarquer des clients qui voudraient tester SafeBrain en mode proof of concept. Voilà, on a quelque chose d'un peu normalisé pour faire un accompagnement bien timé sur 2 mois, peut-être 3, mais le but, c'est plutôt d'être en mode seringue et de bien tester la solution en étant sur des cas d'usage concrets et avec des paramétrages qui correspondent à vos besoins. Ouais, en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend entre 8 et 10 personnes en fonction des priorités de l'entreprise et des cas d'usage, des personnes qui pourraient être moteurs et des personnes qui sont des fois des béotiens aussi. Et le principe, en fait, c'est que pendant 2 mois, on va leur dispenser une petite formation, on va leur donner des accès. Ils vont pouvoir tester, on va être en support pour créer les premiers agents avec eux et les accompagner dans les usages et faire un point après avec les admins, une deuxième formation sur la partie plus complexe sur les RAG. Et puis à la fin, on fait un débrief et on voit si ça correspond en fait aux besoins du client. Et ça, on est sur un budget de 10 000 € à peu près pour 2 mois de travail et accompagner 8 à 10 personnes en fait dans une entreprise. Et ça permet en fait d'avoir ce format où on pousse les usages pour vérifier si ça correspond bien à leurs besoins, quoi. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je joue les timekeepers. On va s'arrêter là. Moi, je voulais vous remercier d'avoir été présent jusqu'au bout. J'espère que ce webinaire vous aura intéressé. Guillaume Roufiac, Nicolas Jacquet. Voilà, vous avez 2 noms. On est facile à toper sur LinkedIn. Vous avez le nom de nos entreprises respectives. Et si vous voulez qu'on poursuive pour parler plutôt là de votre projet, de vos besoins, ça sera bien sûr avec grand plaisir. En tous les cas, merci beaucoup et merci beaucoup. Très bonne fin de semaine. Et moustache gracias. Et moustache gracias. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.